Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Aujourd'hui, au sommaire, nous reviendrons sur l'impressionnante escalade de l'Arc de Triomphe par deux étudiants bourguignons. Nous nous attellerons ensuite à exposer les mensonges de la cellule de fact-checking du débat Zemmour-Mélenchon. Nous analyserons bien entendu l'actualité de la semaine dans notre revue de presse avant de disséquer le traitement médiatique français des élections allemandes. Immédiat numéro 364, c'est parti. Alors notre image de la semaine, Jean-Yves, ce sont deux étudiants bourguignons qui ont décidé d'escalader en costume l'Arc de Triomphe, récemment emballé par le défunt artiste contemporain Christo. C'est un geste symbolique et courageux et c'est notre image de la semaine. Alors je suis actuellement à l'intérieur de l'œuvre de Christo. C'est-à-dire que je suis entre l'Arc de Triomphe et la Toile immonde. Et là on voit l'extérieur. À travers ça. J'ai été obligé de passer à l'intérieur pour grimper. Je suis en nage, épuisé. Et maintenant il faut que je reparte de l'autre côté de la toile et que j'accroche la banderole. C'est une belle action, c'est une action péchue, c'est une action sportive, et puis ils sont classe, ils sont élégants, et je crois que c'est un acte en quelque sorte de réparation, parce que l'empaquetage de l'Arc de Triomphe, selon le modèle de Christo, c'est l'empaquetage des gloires françaises, c'est la mise sous boisseau de toute l'histoire de France. Et donc, eux, par ce geste symbolique, ils réparent un peu cette offense, avec cette banderole « Honneur aux morts pour la patrie ». C'est une très belle action. Alors, c'est une très belle action dont les médias, finalement, on peut parler. TV Liberté en a parlé, Russia Today en a parlé, mais très peu de médias en ont parlé. Alors que le même type d'action sur la Tour Eiffel ou sur l'Arc de Triomphe, s'il avait été fait par Extinction Rebellion ou Greenpeace contre le nucléaire ou pour sauver la planète, là, tous les médias en auraient parlé. Mais les médias, ils fonctionnent comme ça. C'est le mode principal de désinformation. Il y a les infos qu'on amplifie parce qu'elles vont dans le sens politiquement correct et les infos qu'on occulte parce qu'elles ne vont pas dans le sens politiquement correct. Et ces deux bourguignons enracinés, péchus, et cravatés ne vont pas dans le sens du politiquement correct, c'est tout à fait clair. Mais bravo à eux. Bravo à eux, mais c'est à se demander comment ils ont fait, surtout. Jean-Yves, vous êtes alpiniste, donc oui, mais alors je n'ai jamais explications, grimpé sur ce genre de structure, donc honnêtement, je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas. C'est vraiment impressionnant, surtout en costume, c'est assez contraignant. Donc vraiment chapeau, avec une belle banderole. On peut voir d'ailleurs le N de Napoléon renversé sur le côté, Jean-Yves. Oui, alors ça fait Z, mais enfin, je pense que c'est une coïncidence. C'est sûrement une coïncidence. On passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine. Alors, notre sujet, Jean-Yves, il est assez lourd, il est assez compact. C'est celui du débat de jeudi dernier opposant Éric Zemmour à Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les deux jouteurs qui se sont affrontés sur les ondes, c'est la cellule de fact-checking. Fact-checking. Alors d'abord, c'est un anglicisme. Les vérificateurs ou les prétendus vérificateurs. De l'information. De l'information. Prétendus vérificateurs, vrais désinformateurs, on va le voir par toute une série
d'exemple. Et c'est très important parce que dans toute l'année qui vient, avec les élections présidentielles, les journalistes vont vouloir prendre la main, affirmer leur pouvoir et dire « nous détenons la vérité ». Et évidemment, la vérité sera toujours plutôt du côté du politiquement correct que du côté du politiquement incorrect. Faux vérificateurs, vrais désinformateurs, on va le voir. Alors, pour ceux qui veulent se pencher un petit peu sur le sujet, parce qu'il est assez fastidieux, il y a un article assez concis de Logim qui explique un petit peu toute cette affaire. On va revenir point par point, à peu près sur chaque vérification que la cellule de fact-checking a effectuée, et vous allez nous dire la vérité, Jean-Yves. Oh, la vérité, non. Je vais donner un point de vue. Il n'y a pas de vérité, il y a des points de vue opposés. Après, qui peuvent être plus ou moins conformes avec les faits. Moi, je ne prétends pas détenir la vérité. Par contre, je prétends détenir un point de vue qui mérite à tout le moins d'être confronté à d'autres points de vue. Sur les agressions notamment, Éric Zemmour disait qu'il y avait 1000 agressions par jour en France. La cellule de fact-checking a dit non, c'est faux, il y en a environ 700. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, d'abord, 700 000, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Ensuite, donc le fact-checking, là, est d'assez mauvaise foi. C'est parce que quand vous parlez, c'est toujours un chiffre prononcé et toujours moins précis qu'un chiffre écrit. Bon, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'ils ont pris l'année 2020, qui est une année où il y a eu beaucoup de confinement et donc, effectivement, moins d'agressions. Oui, c'est assez sur malhonnête. 2021... ils auraient trouvé exactement le chiffre de Zemmour. Et puis après, tout dépend du périmètre. Puisque, effectivement, dans le périmètre pris par Zemmour et pris par les vérificateurs, c'est en gros 700 en 2020 et 900 en 2021. Mais il peut y avoir un périmètre plus large qu'a utilisé le Figaro, d'ailleurs, intégrant d'autres violences que les seules violences prise en compte dans le premier cas, et on arrive à 2000 agressions par jour. Voilà. Sur le premier trimestre 2021. Sur le premier trimestre 2021, voilà. Donc, en gros, oui, Zemmour a raison. Après, on peut toujours trouver un chiffre avec un périmètre différent ou une année différente qui va donner un résultat un peu différent. L'ordre de grandeur est juste, et c'est ça qui compte. Ouais, d'ailleurs, le chiffre du Figaro, dans un article de juillet 2021, donne un nombre, du coup, 2 fois plus élevé que celui de Zemmour. 2000 agressions, absolument. Donc, on a 700, on a 1000, on a 2000. C'est difficile à dire, ça dépend du périmètre, comme vous l'avez dit. Ça dépend du périmètre. Ce qui est sûr, c'est que c'est en augmentation constante depuis 30 ans. Ouais, Figaro note, par exemple. C'est ça qui est très important. Les agressions contre les personnes ont été multipliées, je vais donner un chiffre à vérifier, là, en l'occurrence, mais ont été multipliées de l'ordre de 3 en 30 ans. Voilà. Éric Zemmour n'a pas été repris que sur le chiffre des agressions, Jean-Yves. Ils se sont aussi attaqués à son chiffre sur l'immigration. Donc, selon Zemmour, la France comptera 2 millions d'immigrés supplémentaires sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et donc, BFM TV répond « Eh bien non, c'est faux. D'après le démographe Hervé Lebras, il y aura entre 850 000 et 1 million d'immigrés en plus en France en 5 ans. » Alors là aussi, tout dépend comment on calcule. Zemmour prend le nombre d'entrées constatées pendant une année. Le nombre d'entrées constatées pendant une année, c'est entre 400 ou 450 000. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de double compte et puis qu'il peut y avoir aussi des retours. Mais à contrario, il n'y a pas, on ne compte pas les clandestins, puisque par définition, on ne les constate pas. Donc l'ordre de grandeur, encore une fois, est juste. En tout cas, il est plus près, les 2 millions sont plus près de la réalité qu'on pourra constater à la fin du quinquennat de Macron que de 850 000 ou 1 million d'Hervé Lebras. Alors, Hervé Lebras, c'est très intéressant. D'abord, pourquoi on fait appel à Hervé Lebras ? Parce que c'est un démographe qui sort du politiquement correct depuis 50 ans. Mais on ne donne pas la parole, par exemple, à Madame Tribala, qui est aussi une démographe de l'INED, qui a des thèses un peu différentes de celles de M. Lebras. Elle n'est pratiquement jamais invitée. Elle avait déjà, d'ailleurs, épinglé Hervé Lebras sur ses erreurs et ses lacunes méthodologiques dans ses études.
Et donc, il y avait eu une sorte de dispute un petit peu collégiale, académique. On pourrait dire finalement, BFM TV est malhonnête d'inviter Hervé Lebras ou de prendre les chiffres d'Hervé Lebras et de ne pas prendre ceux de Michel Tribala. Et là, on est devant justement la partialité de la cellule. C'est qu'on prend les chiffres qui nous intéressent. Absolument. Et on prend Lebras à un succès médiatique depuis 50 ans, précisément parce qu'il donne des chiffres qu'on attend de lui. Je vais vous donner un exemple. Il avait eu le prix Lysenko par le Club de l'Horloge il y a 30 ans. Lysenko, c'est un pseudo-savant soviétique qui expliquait que la génétique ne comptait pas parce que c'était contraire au marxisme. Voilà. Donc, une démarche purement idéologique. Eh bien, si vous voulez, il y a 30 ans déjà, Lebras s'était fait remarquer en disant l'immigration est stable. 2, il n'y a pas de chute du taux de fécondité en France. Il a expliqué ça jusque dans les années 85-90. D'accord. Aujourd'hui, on sait que ces deux choses sont fausses. Oui. Mais c'est précisément parce que Lebras s'est fait connaître par ses erreurs, ses mensonges, qu'il continue d'être invité. Puisqu'il ment dans le sens du politiquement correct, il est extrêmement utile. Mais alors, pour Et revenir, lui-même du coup, ment pour être invité. Puisque s'il disait des choses exactes, il aurait moins de chances d'être invité. Mais alors justement, sur le sujet de l'immigration, on avait eu un article du Figaro également, qui date de mi-septembre. La France aura-t-elle accueilli 2 millions d'étrangers de plus à la fin du quinquennat Macron ? Et en fait, dans l'article, la réponse est oui. Ils font état, bien sûr, du double compte que vous avez mentionné. Donc, il me semble que le double compte, c'est... Si vous voulez vous compter, par exemple, sur une année, en gros, dans les 400 000, il y a 270 000. Là, je parle sur les chiffres 2019. Il y a 270 000 qui ont des titres de séjour. Et il y a 160 000, toujours 2019, qui demandent le droit d'asile. Alors, là où il y a un peu de double compte, c'est que dans les 270 000... il y a 30 000 à peu près, entre 30 et 40 000 personnes qui ont un titre de séjour au titre du droit d'asile et qui étaient rentrés l'année d'avant. Donc c'est là qu'on peut parler de double compte. Il y a un peu de double compte, bien sûr. Oui. Mais par contre, les clandestins, qui sont quand même en nombre très important, puisqu'on estime, le Parlement estime entre 150 000 et 400 000 le nombre des clandestins sur la Seine-Saint-Denis. Et donc ceux-là, on les compte pas. Les clandestins, on peut dire qu'il y en a une partie qui est dans les demandeurs d'asile, mais il y en a certains qui vont jusqu'en Angleterre, etc., qui ne sont pas du tout comptabilisés. Absolument, absolument. Ouais. Et alors, Hervé Lebras, si vous devez retenir quelque chose de ce monsieur, c'est une citation de 2017 chez France Culture. « Ce grand remplacement est particulièrement utile à l'humanité et au progrès ». Ça dit tout un petit peu sur l'idéologie du personnage. Ah bah tout à fait, c'est-à-dire que, le grand remplacement n'existe pas, et c'est un fantasme complotiste que d'en parler, mais s'il existe, alors c'est un truc formidable. Voilà, ça n'existe pas, mais c'est parfait. Ben oui, c'est ça. Et ça, ils sont classiques du genre. Hein. C'est la même rengaine depuis plusieurs années, Jean-Yves. Alors, sur la question du gaz, c'est cette fois Jean-Luc Mélenchon qui a été épinglé, et je pense que c'est la vérification la plus absurde de toutes. La vérif, alors selon Jean-Luc Mélenchon, des Français ont passé l'hiver dans le noir. BFM TV répond « C'est faux, puisque la loi interdit aux fournisseurs d'énergie de couper le courant pendant la trêve hivernale. » Bah oui, la loi interdit le meurtre aussi, donc il n'y a pas de meurtre. Voilà. C'est la même idée. C'est la même idée. C'est pas parce que la loi interdit quelque chose que ça ne se produit pas dans la réalité. Non, et là, en l'occurrence, Mélenchon a raison, puisqu'il y a des coupures d'électricité. Souvent, d'ailleurs, juste avant la trêve hivernale, et donc, une fois que la coupure a été faite quelques jours avant la trêve hivernale, elle dure pendant la trêve hivernale. Donc bon, voilà, il a raison de dire ça. Alors après, on peut dire, les gens ont qu'à mieux s'organiser, ils ont qu'à payer leur électricité. Bon, peut-être. Oui, mais s'ils sont dans la précarité extrême, c'est qu'ils n'ont pas de courant, quoi. Voilà. Ou ils peuvent ne pas avoir de courant ou de gaz ou que sais-je encore. Pendant au moins une partie de la trêve, si c'est déclenché avant, par exemple. Mais alors, un article du Parisien faisait état de coupures d'énergie, même pendant la trêve hivernale. BFM TV, en fait, fait sa vérification. Alors, on comprend, c'est en direct. Ils sont obligés de vérifier en même temps que les interlocuteurs exposent leur point de vue et leurs chiffres. Mais alors, c'est un travail complètement bâclé. Ah oui, mais alors, évidemment, vous allez dire, ils sont directs. Ils étaient 10 dans la cellule. 10 avec des gens qui avaient des contacts extérieurs. Donc avec les experts, donc etc. avec l'expert, M. Lebras, par exemple, sur un autre sujet, on avait dû lui dire
il faut que vous payiez Zemmour ce soir, restez au téléphone. C'est comme ça que ça se passe. Donc il y en a une dizaine, et en plus avec des pseudopodes, des contacts extérieurs. Donc voilà, simplement, ils étaient là pour casser Zemmour et aussi pour casser Mélenchon, pas sous le même angle. Oui. On va passer à la question de la fraude qui a été traitée également. Je vous propose d'abord de comparer le fact-check de BFM avec une de leurs émissions tournée 5 jours plus tôt. Il nous dit précisément la fraude sociale, c'est 50 milliards d'euros par an, alors qu'en fait, c'est une estimation de Charles Lepratz. Nous, on vérifie avec un chiffre clair, précis, qui est celui de la Cour des comptes et qui n'est pas une estimation, mais qui est le préjudice effectif qui est de 1 milliard d'euros. Alors 45 milliards, c'est bien un chiffre évoqué par le magistrat Charles Prats, ancien membre de la délégation nationale à la lutte contre la fraude. Ce n'est pas une évaluation fine et précise, c'est une estimation du montant de la fraude aux prestations sociales. L'estimation haute d'une fourchette que la commission d'enquête a elle-même retenue et qui a établi que la fraude sociale pourrait en moyenne se trouver dans une fourchette de 3 à 10% des prestations versées, ce qui pour la France fait entre 14 et 40 à 45 milliards effectivement. Donc le chiffre de 45 milliards, c'est la fourchette haute de ce que pourrait représenter la fraude sociale. Malgré les contrôles, il y a tout un pan de cette fraude qui en réalité est souterraine et non détectée. Il y a des systèmes, des réseaux organisés, professionnalisés, qui utilisent notamment la fraude à l'identité. Oui, alors au fond, c'est assez simple. La fausse vérificatrice de BFM TV dit il y a 1 milliard. 1 milliard. Donc c'est 50 fois moins que ce que disait Zemmour. 50 fois moins que ce que disait Zemmour. Sauf que BFM TV a expliqué dans un assez long reportage que la fraude sociale était estimée entre 15, 14 oui. et 45 milliards. Bon. Alors, comment on explique la différence de chiffre ? C'est très simple. Le milliard, c'est la fraude qui a été constatée et dont la sécurité sociale a demandé le remboursement. Et le chiffre de 14 à 45 ou 50 milliards, c'est l'estimation à la fois d'une commission parlementaire, on voit à l'écran un parlementaire centriste, c'est quand même pas un bouteur de feu, et l'estimation de la Cour des comptes. C'est d'ailleurs pas étonnant qu'il y ait une différence entre la fraude constatée et dont on demande le remboursement et l'estimation générale. C'est pareil pour la fraude fiscale. Si vous regardez sur la fraude fiscale en France, vous allez voir qu'elle est estimée à 171 milliards, et que la fraude dont on obtient le remboursement ou dont on cherche le remboursement, c'est 7,8 milliards. C'est-à-dire à peu près le même écart. C'est une fraction. C'est une très petite fraction, sachant qu'en l'occurrence, l'administration des finances est plus efficace que l'administration de la sécurité sociale. Donc voilà, c'est un vrai sujet, et Charles Prats, qui a fait un livre très touffu, bien sûr, parce que c'est une analyse complexe. Charles Prats explique qu'il y a 400 000 cartes de sécurité sociale chaque année qui sont distribuées à des gens nés à l'étranger. Voilà, donc ça fait partie du topo général. D'ailleurs, il a repris du coup les vérificateurs, les faux vérificateurs et vrais désinformateurs sur Twitter en disant que BFM TV ferait mieux finalement de regarder ses propres émissions avant de... Oui, là c'est assez drôle. C'est tout à fait. Mais d'ailleurs, ça n'a pas ennuyé que Charles Prats. Au bout d'un moment, Zemmour a dit bon, stop, et on regarde la vidéo tout de suite. Chère madame, votre chiffre est tellement ridicule que je pense que le ridicule est pour vous. Et que vous devriez lire l'excellent livre de Charles Prats et vous verrez ce qu'il en est exactement et vous comprendrez à quel point vous vous êtes couverte de ridicule là pendant cette soirée. Je vous le demande, connaissez-vous les détails du calcul de Charles Prats, qui est votre source pour expliquer qu'il y a 50 milliards d'euros de fraude sociale en France par an ?
Et c'est très simple, il suffit de lire son livre, vous verrez qu'il détaille et il explique avec les 2 millions de fausses cartes Eh bien, on vous vitales. écoute. Non, mais c'est On vous faux, écoute, ça. monsieur Ça, je Zemmour. sais que c'est faux. Bah voyons. Mais oui, vous racontez Bah, des voyons. histoires. Voilà. Alors, je crois que Zemmour répond bien de deux manières. D'abord, il ne peut pas décrire la comptabilité de Charles Pratt. Il lui faut 10 minutes. Il faudrait 10 minutes ou un quart d'heure. On ne résume pas. Et même, c'est très difficile de résumer ce genre de livre. Donc, il renvoie à la source, ce qui est la bonne démarche. Après tout, les gens ont donc à trouver le livre. Voilà. Il est tout à fait argumenté. Après, Et puis, on peut contester il la attaque source quand il après. dit vous êtes ridicule. Il réaffirme, au fond, le pouvoir du politique qu'il est en train de devenir. Quand il débat avec Mélenchon, il est sur le champ politique. Le politique qu'il est en train de devenir, il renvoie dans ses buts, dans leur but, la classe médiatique qui prétend imposer sa vérité, son logiciel, sa doxa aux hommes politiques. Il a raison. Alors, certaines personnes peuvent trouver, il est quand même brutal, il lui dit « vous êtes ridicule », mais c'est une excellente contre-offensive, objectivement justifiée, parce que c'est une lutte de pouvoir. Bah, c'est les médias qui essayent de se mettre au-dessus du politique et de dicter le débat. Ça marche De depuis dicter le 30 ans. débat. Hein. Ça marche depuis 30 ans, simplement. Ah oui, mais là, la logique est encore plus poussée. Aussi bien d'ailleurs, alors on va être objectif, aussi bien Zemmour que Mélenchon d'ailleurs, ils dénoncent cette logique-là. Hein, ils veulent reprendre. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Zemmour et Mélenchon ont fait un score extraordinaire, puisqu'ils partaient de 300 000 spectateurs sur BFM, ils sont montés à 4 millions, parce qu'ils avaient des choses à dire et qu'ils s'affirmaient, à la fois l'un contre l'autre, mais aussi l'un et l'autre contre la classe médiatique, alors que Mme Pécresse et M. Darmanin, qui ont parlé au même moment sur France 2, ils partaient de 5 millions de spectateurs, le JT de France 2, ils ont réussi à descendre à 1 million. Donc c'est quand même absolument... ça, c'est très significatif. Là, ça veut dire qu'il y a une certaine forme de discours politique qui n'est plus audible, qui n'imprime plus. On passe tout de suite à la petite vérification simpliste de TF1 sur le sujet du grand remplacement. Regardons d'abord le nombre d'immigrés en France depuis plus de 50 ans. En 1968, le pays compte officiellement, ce sont les chiffres de l'INSEE, 3,2 millions d'immigrés. En 2020, c'est 6,8 millions, un doublement donc. Ce qui donne en 2020, nous rappelle l'INSEE, une immigration très diversifiée et pas seulement en provenance du Maghreb. La théorie du grand remplacement suppose également une explosion des naissances chez les migrants d'origine maghrébine. Mais cette théorie n'est pas vérifiée dans les faits. Descendants d'immigrés, c'est-à-dire les enfants de ces familles immigrées maghrébines qui naissent en France et qui y grandissent, ont un niveau de fécondité extrêmement comparable à celui de la moyenne des familles en France. Et donc, l'hypothèse qu'il y aurait une surfécondité qui se transmettrait de génération en génération de telle sorte que ça s'accumulerait jusqu'en 2050 est faux. Alors, ce démographe, qui se présente comme tel, est un menteur. C'est un propagandiste menteur. Et je pèse mes mots parce qu'il peut faire un procès en diffamation s'il le veut. Nous apporterons les preuves. Pourquoi il ment ? Il dit la fécondité pour les descendants d'immigrés est approximativement la même que pour le reste de la population. C'est faux. Alors je vais vous dire, la fécondité moyenne en France est autour de 1,7, 1,8 enfants par femme. C'est une moyenne entre, d'un côté, une population étrangère qui a un taux de fécondité très élevé, 2,73, et particulièrement élevé pour les femmes maghrébines, algériennes, tunisiennes, marocaines, de 3,5. Je ne parle pas des africaines, c'est encore plus élevé, des africaines noires, et de 3 pour les Turcs. Donc, on a une très forte surfécondité des immigrés extra-européens. Pour les descendants d'immigrés, ce personnage nous dit c'est 2,02. La réalité, c'est que c'est 2,02. Alors, là aussi, d'abord 2,02,
c'est plus que la moyenne générale de 1,8. On ne dirait pas, mais c'est déjà conséquent. Mais surtout, dans ces 2,02, il y a l'immigration européenne, portugaise par exemple, qui est à peu près la même, voire moindre que la fécondité des Français de souche et d'origine, et la fécondité des descendants d'immigrés maghrébins ou africains qui est plus élevée. Donc ce 2,02 est évidemment plus élevé. J'ajoute un dernier point. Là, le chiffre pour les Français d'origine, à partir de ce moment où il y a des fécondités de 2,73 pour les étrangers, de 2,02 pour les descendants d'immigrés, il n'est pas de 1,8, il est de 1,4, 1,5. Et donc, vous voyez très bien qu'il y a un écart plus que significatif. Voilà. Et donc, ce personnage est un propagandiste, c'est un menteur. Je pense qu'il espère faire la même carrière que Lebras, en se faisant inviter dans les médias pour présenter de manière pseudo-scientifique des mensonges. Retenez bien son nom, je crois que c'est Philippe Simon. Philippe Simon. Philippe Simon fera une grande carrière médiatique, car c'est un grand menteur. Il fait grand désinformateur. Il fait ses premières armes. Mais avec un sujet, donc la fécondité, qui est assez peu maîtrisé, dont on ne parle pas énormément. On parle beaucoup plus des nombres d'entrées et de sorties pour l'immigration. On ne parle pas de la fécondité, qui est le véritable enjeu démographique. Vous allez d'ailleurs, si vous allez dans une maternité à Paris ou en Île-de-France, vous verrez, vous n'avez même pas besoin de statistiques, vous verrez que les 2/3 ou les 3/4 des enfants ne sont pas, les nouveau-nés, ne sont pas d'origine européenne. Voilà, ça vous pouvez le constater dès visu. C'est comme le dit Renaud Camus, le grand remplacement n'est pas une théorie, c'est un constat. Et ce constat, on n'a pas besoin de chiffres pour le faire, mais les chiffres le confirment. Les chiffres le confirment. Autre vérification un petit peu frauduleuse, malhonnête, c'est celle des propos de Jordan Bardella qui disait finalement un tiers des immigrés occupent des logements sociaux. France Inter revient là-dessus en disant que finalement, alors c'est vrai, mais il faut remettre ça en perspective parce que ça ne peut pas témoigner d'une véritable préférence étrangère. C'était les propos de Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Jean-Yves ? D'abord, Jordan Bardella a eu raison de dire cela. Je pense qu'il aurait même pu aller un petit peu plus loin, parce que quand on dit un tiers immigrés, là aussi, ça mélange les pommes et les poires, puisqu'il y a 15% chez les immigrés d'origine européenne, espagnole, portugaise, on y revient, et 50% chez les Maghrébins. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est 50% chez les Maghrébins, mais ça reste 48% chez les descendants d'immigrés maghrébins. Donc ça reste stable. Il y a les mêmes tendances. Est-ce que c'est une préférence étrangère ? Oui, c'est une préférence étrangère de fait, notamment parce que les familles plus nombreuses, on retrouve le sujet de tout à l'heure, les familles plus nombreuses accèdent plus facilement au logement HLM. C'est pas seulement une préférence étrangère de fait. Je crois que c'est aussi la conséquence du white flight. Ce qu'on appelle le white flight aux États-Unis, c'est-à-dire la fuite des Blancs, la fuite des Européens. C'est-à-dire que comme la vie, pour beaucoup d'Européens, devient difficile dans les quartiers HLM à forte immigration, ils partent. Alors une nouvelle sur les vérificateurs qui semble être peut-être la plus pernicieuse et la plus choquante de tous. C'est Julien Pain qui explique sur Twitter « C'est parti pour le Tour de France de vrai ou fake. Je vais me rendre toute l'année dans des collèges et lycées pour parler intox et désinformation. Un projet qu'on monte avec l'UMNI-FR et le Clémy, ici, premier tournage à Pau. » Alors le Clémy, c'est l'agence de l'éducation nationale qui s'occupe d'initier
les élèves aux médias, vous voyez bien dans quel sens. Et Julien Pain est un grand propagandiste du service public, qui est bien connu des services d'immédiat. Il avait fait notamment du fact-checking sur le grand remplacement, donc vous voyez dans quel esprit il va le faire. C'est de la propagande. Alors, la propagande est en train d'ailleurs de prendre une place supplémentaire, puisque Macron a décidé de mettre en place une cellule de contrôle de la vérité, le ministère de la vérité, en fait, un peu comme Orwell, avec un sociologue, Bronner, qui devra lutter contre les fausses nouvelles, donc promouvoir la vérité, et où il y a d'ailleurs un des spécialistes de l'extrême gauche dans la dénonciation des soi-disant complots, Rudi Reichstadt, pardon, je vais reprendre. Et il y a d'ailleurs dans ce comité, dans ce ministère de la vérité, un des spécialistes de la lutte, entre guillemets, contre le complotisme velu de l'extrême gauche, Rudi Reichstadt. Et donc, on va avoir un système. Alors, c'est pas neutre. C'est que Macron veut contrôler l'information pour l'élection présidentielle. Voilà. Il met en place son dispositif orwellien, et on voit bien ce qui se met en place avec le fact-checking sur BFM TV qu'on a vu dans le débat Macron, dans le débat Zemmour-Mélenchon, est tout à fait typique de cela. Et dans les écoles, Jean-Yves. Et dans les écoles, il faut prendre les petits tout de suite. C'est-à-dire que vous avez exposé à quel point le travail des fact-checkers était bâclé, malhonnête, mauvais. Et maintenant, ça arrive dans les écoles. Oui, et dans les écoles, pour que les enfants disent à leurs parents, comme dans tout bon régime totalitaire, le contrôle de la famille se fait par les enfants, et le contrôle des enfants se fait par l'école, et bien c'est ce qu'on est en train de monter. Voilà. Merci Jean-Yves, on passe à notre revue de presse tout de suite. Vous êtes certainement nombreux à avoir regardé une ou plusieurs entrevues du nouveau média Livre Noir. C'est cette chaîne YouTube nouvelle qui invite des personnalités diverses. La chaîne se lance dans des projets et reportages plus ambitieux pour dénoter un petit peu avec le format interview fleuve qu'ils avaient jusque maintenant. C'est une assez belle réussite, à la fois dans le format long, j'espère que ce sera une belle réussite dans le format court. C'est un élément de développement de tous ces médias alternatifs dont TV Liberté fait partie, dont eux-mêmes font partie, et c'est un marché qui est en expansion. Voilà, et c'est bien qu'il y ait de nouveaux acteurs, et bravo à eux. Taha Bouaf, que nous évoquions la semaine dernière car il était l'instigateur de la cabale contre le site F de Souche, a été condamné ce mardi pour injure publique en raison de l'origine. Il avait en effet insulté une policière nommée Linda Kebab en la qualifiant d'arabe de service. C'est l'occasion pour nous de revenir sur ce personnage détestable. Alors, c'est un personnage qui a commencé à se faire connaître par une fausse nouvelle. Un mensonge, il avait répandu l'idée qu'il y avait eu un mort à Tolbiac lors d'une manifestation d'extrême gauche. Le mort se porte toujours très bien, donc c'est une bonne nouvelle. Ensuite, il a réussi un assez joli coup, un peu par hasard, mais enfin c'est un assez joli coup. C'est lui qui a sorti les images de Benalla, le conseiller du président de la République, qui faisait lui-même la baston contre des manifestants. Voilà. Pour le reste, il a traité Zemmour de sous-humain. De sous-humain, oui. Et il a harcelé des opposants, des critiques, on va dire, d'Assa Traoré. Voilà, donc c'est une belle conscience et une belle âme. Voilà. Makra Makrout a remporté le prix de la meilleure baguette de Paris 2021. Ah, quelle belle preuve de l'assimilation et de l'intégration, non ? C'est reluisant. C'est un immigré sans papier qui a depuis été naturalisé, bien sûr. Sans papier, naturalisé peut-être pas, mais régularisé. Régularisé en tout cas, qui a remporté le prix de la meilleure baguette. Cécile Duflot est en extase devant ce phénomène d'assimilation et d'intégration réussi. Elle nous parle justement... Elle fustige un petit peu la droite en disant « je suis sûr qu'ils vont insulter ce joyeux personnage qui, lui, est le vrai visage de la France, finalement. » Elle dit « Être français, c'est faire Ramadan et restaurer les vitraux de Vézelay. » Donc elle se félicite finalement. En fait, la réalité est tout autre. La réalité est tout autre, c'est-à-dire qu'il a posté ou reposté
beaucoup de textes hostiles à la France, en arabe, en arabe et reflétant sa proximité avec le mouvement islamiste tunisien Ennahda. Et puis, il a cette phrase qui est quand même terrible, qu'il a repostée, je crois, peut-être pas la sienne. Qu'il a partagée, c'est pas la sienne, mais il l'a partagée. Nous avons pleuré pour Charlie Hebdo et pour Notre-Dame, ça c'est pas tout à fait sûr, mais du côté de la France, il ne pleure pas ses chiens lorsqu'on se moque du maître de la création. Je pense qu'il parle de Mahomet. Voilà. Alors, d'Allah. D'Allah. Ah oui, d'Allah, oui, absolument. Oui. Mahomet n'est que le prophète. Du coup, il aura l'honneur d'approvisionner l'Élysée en pain pendant 1 an. Oui. Bon courage au couple Macron. Bon courage. Il faudra vérifier les baguettes avant qu'elles entrent à l'Élysée. Un rapport du FBI sur la criminalité en 2020 vient de paraître. Il met en lumière la population noire qui est surreprésentée dans les faits de criminalité grave. Cette nouvelle n'en est pas vraiment une en réalité, Jean-Yves, puisque le sujet a déjà été couvert dans de précédents numéros d'Immédiat et également dans les Bobardeurs. Oui. Alors, ce qui est nouveau, c'est que c'est un nouveau rapport sur l'année 2020 qui confirme tout à fait les chiffres précédents. On ne va pas saturer les spectateurs de chiffres. Il faut en retenir un principalement. La population noire, 13% de la population américaine, la population afro-américaine, 13%. La part dans les meurtres, 44%. Voilà. Donc, pratiquement 4 fois plus que leur proportion. Voilà. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a eu toute la campagne Black Lives Matter, mais c'est plutôt White Lives Matter qu'il faudrait faire. Mais bon. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'en dehors de Braise Info, les médias ne se sont pas intéressés à ce sujet. Ça, c'est la meilleure des désinformations, c'est la désinformation par occultation. Ils sont prêts à sortir les chiffres ethniques ou pseudo-ethniques en France pour l'immigration, pour contrer le grand remplacement, etc. Mais quand il y a des pièces à conviction, on va dire, qui mettent en cause l'immigration dans d'autres pays... Enfin, l'immigration, oui, les Afro-Américains ne sont pas vraiment des immigrés, mais enfin, ils sont pas européens, voilà. Les extra-européens, oui. Là, ils ne pipent pas mot. Non. Alors, il y a un autre chiffre marquant, Jean-Yves, c'est celui, par exemple, des Asiatiques aux États-Unis. Ils représentent 5% de la population et 0,7% de la criminalité grave. C'est-à-dire que alors les Asiatiques ne sont pas extrêmement bien intégrés. Généralement, ils vivent entre eux, dans des quartiers, voilà, ils parlent leur langue d'origine, etc. Ils ne se mélangent pas trop à la population native. Mais tout de même, au moins, ils ne sont pas surreprésentés de manière disproportionnée. Ils sont même sous-représentés. Ils sont sous-représentés. Alors qu'on pourrait dire, ils vivent dans une société blanche et donc ils pourraient effectivement avoir les mêmes déviances que d'autres minorités. Ça n'est pas le cas. Alors, pour mettre en perspective ce chiffre justement sur la population noire dans la criminalité, Jean-Yves, il faut comprendre que 44% des crimes, c'est ce que représentent les Blancs aux États-Unis, mais ils sont entre 60 et 70% de la population. On passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine. En parallèle du débat Zemmour-Mélenchon, prenait place un débat public en Allemagne dans le cadre des élections. Alors, au programme, les 3 partis consensuels en tête, Jean-Yves, c'est le Parti social-démocrate, donc c'est l'équivalent de notre PS en gros, le CDU, donc l'Union chrétienne-démocrate, et les Verts. Certains médias français se sont félicités de la tournure qu'a pris le débat télévisé. Jeudi soir. Le débat ? Jeudi soir. Quand il y avait chez nous un débat où on parlait islam, musulman, islam, on va en parler. Vous savez que pendant ce débat, le mot migrant n'a été prononcé qu'une seule fois et en incidence. Il n'a pas été question d'identité, il n'a pas été question de tout ce qui pourrit le débat français, il a été question des vraies questions sociales, écologiques, européennes. Vous savez, je repense... le mot islam, pas une seule fois. Bien sûr, pas une seule fois le mot islam. C'est fabuleux. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait une élection ? C'est le thème d'une élection. C'est les sujets dont on parle pour l'élection. Et donc, M. Plenel nous dit, il faut parler social, économique, et écologique, surtout, planète, voilà. Bon. Et c'est ce qui s'est passé en Allemagne dans un débat totalement convenu où ont été évacués les sujets d'identité, d'immigration et d'islam qui existent. Heureusement, en France, ce n'est pas encore le cas. Parce que y a malgré tout Marine Le Pen qui est sur ce créneau-là, et il y a Zemmour qui est en train de pulvériser l'audimat
précisément en parlant de ces sujets-là. Mais ça peut changer la phase de l'élection. Alors rassurez-vous, évidemment, les médias vont essayer de ramener au climat, à l'économique et au social. Ils ont déjà d'ailleurs commencé avec Zemmour en disant il faut que vous nous parliez de votre programme économique. Voilà, bon. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que ce qui fait une élection, c'est ce dont on parle, pas seulement qui en parle et comment on en parle, c'est ce dont on parle. Il est évident que si vous parlez de planète, eh bien vous allez avantager les Verts. Ce qu'ont fait d'ailleurs les médias publics allemands qui ont publié, qui ont analysé les programmes, souvent sous l'angle des propositions par rapport au réchauffement climatique et au carbone, ce qui est quand même hallucinant dans un pays où on utilise le charbon et pas le nucléaire. Mais enfin, passons. Alors on a eu une sorte de bis repetita assez, qui faisait écho à notre actualité française dans les journaux allemands. Le Bild am Sonntag, donc le Bild du dimanche, fait le portrait de deux femmes qui s'appellent Tina et qui finalement disent « j'ai voté AfD et maintenant je vais voter SPD », donc Parti Socialiste Démocrate. Ça fait écho à l'histoire de Sarah, 24 ans, qui a été reprise par France Info. Oui, et qui avait voté il y a 1 ou 2 semaines. Marine Le Pen et qui s'apprêtait à voter Macron. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle en propagande la transfusion. C'est-à-dire on montre quelqu'un auquel on peut s'assimiler, donc en l'occurrence des jeunes femmes, des jeunes électrices, jeune femme, et qui disent « bah oui, j'ai voté mal, et maintenant je vais voter bien ». Voilà. Et donc, c'est très efficace. C'est une technique de propagande. Voilà. Alors, c'est utilisé en France, c'est utilisé en Allemagne, c'est utilisé un peu partout, bien sûr. Je pense que c'est utilisé un petit peu partout, oui. On a un article de Logim très intéressant sur ces élections qui revient sur les manipulations qu'ont effectuées les médias, notamment, justement, vous le parliez, sur la sélection des thèmes imposés. Il nous parle aussi, par exemple, d'émissions de télé qui ont été un petit peu biaisées, on va dire, où on fait entrer clandestinement des activistes de gauche ou d'extrême gauche pour monter le public contre, par exemple, le candidat CDU, pour également interpeller le candidat avec des petites fiches où ils préparent leurs interventions à l'avance, etc. La véritable question, Jean-Yves, c'est, et on en parlait un petit peu aussi dans le fact-checking, c'est la place que veulent s'attitrer les médias. Les médias, en fait, je pense que les médias, ils ont pris le pouvoir depuis un certain nombre d'années. Là, en Allemagne, ils l'ont complètement conservé. En France, ça bouge un peu, puisqu'il y a une certaine contestation du discours dominant des médias. Les médias bénéficient de très peu de confiance de la part de l'opinion, et qu'on commence à voir dans les médias, à la fois par les médias alternatifs et par certains médias que j'appellerais semi-dominants, type LCI, type Europe 1, pas LCI, type CNews, type Europe 1, une espèce d'accès à l'audience de gens qui pensent autrement. Voilà. Donc le match est engagé, c'est peut-être ce qui va rendre l'élection présidentielle française intéressante. Merci Jean-Yves. Il me semble que vous avez un coup de chapeau cette semaine. Alors, j'ai un coup de chapeau très classique pour ceux qui suivent les médias régulièrement. Tous les 2 mois, je donne un coup de chapeau à la revue Éléments, qui est toujours excellente, agréable à lire, avec beaucoup de notes très, très pointues sur l'actualité, sur les livres, sur l'actualité scientifique. Et ce mois plus exactement, 2 dossiers particulièrement intéressants. La société de surveillance, premier dossier, et le privilège blanc, sujet dont on avait déjà parlé la semaine dernière, et qui est tout à fait 2 dossiers tout à fait intéressants. Le livre de l'Institut Liliade, le privilège blanc. Voilà. Oui. Et bien voilà, lisez Éléments, c'est en kiosque, ça peut se commander aussi, ça peut se trouver à la Nouvelle Librairie ou s'acheter sur Internet. Merci à tous de nous avoir suivis, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter cette publication pour nous aider. Merci Jean-Yves, et puis on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.